Bonjour à tous, donc moi c'est Cédric, je suis responsable Open Banking chez BPI France. Et l'Open Banking, on en entend un petit peu moins parler que les stablecoins ou la Gen AI, surtout en ce moment, mais c'est tout aussi révolutionnaire. Et on va voir ensemble pourquoi. C'est vraiment la première pierre d'un changement de paradigme sur la manière dont on travaille la donnée. Et ça a lieu en ce moment même. Mais avant qu'on aille plus loin, l'Open Banking déjà c'est quoi? Est-ce que vous sauriez ce que c'est que l'Open Banking? Qu'est-ce que ça vous évoque? Monsieur, qu'est-ce que ça vous évoque l'Open Banking? Madame? Non? L'open banking, quand je dis open banking, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, un peu? le, le partage des données bancaires dans l'écosystème, ouais, carrément, carrément. Des idées, open banking? Bah, c'est super qu'on ait du coup cette réunion, mais effectivement, on a une bonne réponse. Ouais. Alors, quelle différence avec la blockchain? Alors, je vais essayer justement d'éclaircir le truc. A priori, aucun, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des interfaces. Si tu venais pour la blockchain, je te préviens. Très bien. Alors, l'open banking. Alors, juste avant qu'on ait la réponse, voilà juste ce que je vous propose de faire ensemble. L'open banking, donc on définisse déjà à quoi ça ressemble. Puis chez BPI France, pour honorer un peu le titre de la conf. Et puis surtout, ce qui peut intéresser tout particulièrement ici l'audience, comment vous pouvez utiliser l'open banking dans votre entreprise. Alors l'open banking, on a un monsieur qui nous a dit que c'était le partage des données bancaires. Tout à fait. L'open banking, littéralement, c'est système bancaire ouvert. Hein. Donc la définition qu'on pourrait en donner, c'est que c'est un environnement dans lequel un client peut partager ses données bancaires avec un tiers, de manière fiable et sécurisée. Donc par exemple, moi Cédric, je suis client chez la Banque Postale, et je vais pouvoir partager mes données bancaires de la Banque Postale avec Greenly pour étudier mon impact carbone, avec BPI France pour obtenir un prêt, avec Lydia pour agréger mes comptes. Voilà. Mais en tout cas, je vais pouvoir sortir mes données et les partager avec un tiers. Donc c'est effectivement le partage des données bancaires. Par données bancaires, on entend quoi? Par données bancaires, on entend les données de paiement. C'est en gros, hein, quand je consulte mon compte, je vois mes transactions. Donc Cédric a acheté 25 € chez Carrefour hier. Voilà. Bon, quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi s'arrêter aux données de paiement? En fait, on peut aller plus loin. On peut aller carrément sur l'open finance. Au-delà des données de paiement, on peut aussi partager toutes les données d'emprunt, les données d'épargne, les investissements, ma crypto, mon immobilier, ma retraite. Si je suis une entreprise, mes factures, ma compta, ça peut aller très loin. Ça, c'est ce qu'on appelle l'open finance. Et puis quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi s'arrêter encore là? On peut aller encore plus loin. L'open data ou l'open economy. Aujourd'hui, si vous avez un compteur Linky chez vous, vous pouvez partager votre donnée énergétique. Si vous avez Strava, vous pouvez partager vos données kilométriques. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez partager vos stocks de supply chain, votre RH, vos recrutements. En fait, tout ça, ces données sont déjà disponibles et les entreprises ont mis en place des portails pour que vous puissiez facilement exporter la donnée de manière fiable et sécurisée et instantanée. Alors ici, vous avez les petits sigles. L'open banking, il faut savoir que ça a été vraiment boosté par cet acronyme assez barbare, DSP2. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire DSP2? Madame? Non? DSP2, quelqu'un? Ouais? Digital Service Provider, on a une proposition ici. Et vous? Data sharing. Alors en plus, je l'ai mise en français. DSP2, ça veut dire Directive sur les services de paiement. 2, parce qu'il y en a une première. DSP2, en fait, c'est elle qui a véritablement boosté l'open banking parce qu'elle a elle a imposé surtout aux banques d'ouvrir leurs données. À savoir que la Banque Postale, BNP, Société Générale, etc. ont dû mettre en place des portails de sortie pour la donnée, donc des API, on appelle ça comme ça, pour que si un client veuille récupérer sa donnée, il puisse le faire. Donc encore une fois, hein, Cédric, client à la caisse d'épargne, si je veux sortir la donnée et la donner à BPI France pour obtenir un prêt, par exemple, maintenant, ils sont obligés de le faire depuis DSP2, de manière instantanée et sécurisée. DSP3 et RSP, pour ceux qui se connaissent un petit peu, donc ça arrive l'année prochaine et globalement, ça ne change pas vraiment le cœur du sujet, c'est surtout que ça va imposer des sanctions pour les banques qui, au bout de 8 ans, ne respectent toujours pas les contraintes technologiques. RSP, c'est le règlement sur les services de paiement. Bon. Et l'open finance, sans passer trop de temps sur la réglementation, vous avez un gros sujet qui arrive en Europe qui est largement débattu, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi. FIDA, ça veut dire Financial Data Access.
et ça va élargir l'esprit de DSP2 à toutes les données financières. Donc voilà, si vous avez un compte épargne quelque part ou voilà, de l'immobilier ou la crypto, enfin comme on se disait, et ben en fait, si vous souhaitez sortir cette donnée et la partager avec quelqu'un d'autre, avec FIDA, ça doit être possible de manière rapide et instantanée parce que votre acteur financier qui détient votre compte épargne ou investissement ou autre doit mettre en place ces portes de sortie et ces canaux sécurisés. On ne peut pas aussi ne pas mentionner la facture électronique en France, 2026. Toutes les entreprises françaises, 4 millions d'entreprises françaises, doivent avoir un moyen de réceptionner des factures électroniques le 1er septembre 2026. Donc s'il y a des entrepreneurs dans la salle ou des dirigeants, je pense que vous êtes déjà bien au courant de la situation. Mais ça va aussi accélérer tout ce qui est Open Finance, puisque les factures vont être échangées de manière digitale, de manière rapide, instantanée, centralisée. Et l'open data, j'en parle un petit peu moins, mais EIDAS V2, c'est aussi très très moche, mais c'est pour dire que c'est un coffre-fort numérique européen qui est mis en place, d'où vous allez pouvoir en fait stocker votre France d'identité, votre carte d'identité, votre date de naissance, lieu de naissance, voilà, tous les documents un petit peu que vous avez à l'échelle européenne, votre permis de conduire. Et donc ça va aussi vous permettre de plus facilement échanger vos données avec qui vous le souhaitez et de révoquer les accès, parce que c'est dans les deux sens. Bon, alors avant d'aller plus loin, super important, l'open banking, c'est à l'initiative du client. Il ne s'agit pas de voler les données de qui que ce soit. C'est toujours à l'initiative du client. Et ça, c'est en particulier vrai dans l'Union européenne, mais DSP2, ça signifie que si Cédric est client, il faut que j'en trouve une troisième, chez la Société Générale, et que la Société Générale gère mes comptes, l'Union européenne dit que la donnée appartient à Cédric. Et c'est pas si naturel que ça en fait. On peut se dire bah oui, c'est Société Générale qui collecte la donnée, donc c'est à elle la propriété. Non, l'Union européenne dit que c'est Cédric qui décide de faire ce qu'il veut avec ces données, de les supprimer, de les partager avec quelqu'un, de les extraire s'il le souhaite. Donc il faut toujours se mettre dans ce mindset. Bon, et alors maintenant, ça sert à quoi l'open banking? Parce que, ok, ça fonctionne, c'est des canaux, on peut se partager l'information, mais concrètement, ça nous sert à quoi? Est-ce que vous auriez des idées? Ouais. Faire des agrégateurs pour de la synchronisation bancaire. Là, on est right on point, mais très bien. Donc sur l'open banking, carrément. Et de manière plus générale, l'open finance, l'open data, est-ce que vous avez d'autres idées aussi? À quoi ça peut nous servir en fin de compte? On va agréger la donnée, par exemple, tu dis très justement. Mais alors du coup, pour faire quoi? La gestion de patrimoine, carrément. Ouais. Du contrôle fiscal. De la facturation, ouais. D'autres idées? Même open data au sens large, voilà, la consommation énergétique, les données RH, etc. Ouais, on a deux très bonnes idées. Bon, de manière générale, c'est de la connaissance client. C'est juste qu'on va la récupérer plus vite et de manière instantanée. Ça sert donc toujours à peu près au même bucket. La connaissance client, ça sert à déjà améliorer l'expérience client. Bon, vous allez pouvoir, au lieu de me passer tous vos relevés bancaires PDF de tous vos comptes d'entreprise, par exemple, en un clic, vous allez pouvoir tout me partager. Ou plutôt que d'envoyer une photocopie de votre carte d'identité, voilà, en un clic, c'est fait. Ça sert à combattre la fraude, notamment, vous savez que les banques aujourd'hui, les contraintes sont assez élevées pour... Ouais. Ouais. Comment ça peut être à l'initiative du client alors qu'il y a une réglementation européenne? Ouais, en fait, la réglementation européenne, elle dit justement que c'est à l'initiative du client. Donc en fait, elle impose aux data holders, donc aux banques, celles qui ont la donnée, de partager la donnée à l'initiative du client. Donc en fait, si le client dit je veux partager ma donnée, la banque est obligée de le faire. Donc ils ne peuvent pas refuser au client de partager la donnée. Combattre la fraude, voilà, assez logique. Bien sûr, évaluer les risques aussi. Si je connais mieux mon client, je sais plus si c'est un client risqué. Je vous apprends rien si en disant qu'il y a la cibler sa prospection quand vous êtes sur Facebook ou sur Instagram, vous recevez les pubs pile poil de ce que vous avez partagé avant. Et puis réduire ses coûts, ça peut réduire tout un tas de processus en interne. Si je prends un exemple très très simple, par exemple, si vous me donnez un relevé bancaire PDF, moi je vais devoir extraire la donnée du PDF et rien que ça, finalement c'est pas, il faut faire un service qui coûte de l'argent. Alors que si on s'échange directement des données dématérialisées, c'est plus facile pour vous et c'est moins coûteux pour moi. Bon, mais justement, on commence à toucher du doigt un petit peu BPI France. Donc allons-y. À quoi ça ressemble chez BPI France? Alors,
si vous êtes entrepreneur, si vous avez échangé avec BPI France, si vous n'avez jamais été client de BPI France, mais que ça vous intéresse, vous pouvez vous créer un petit compte sur BPI France en ligne, c'est votre espace client. Donc ça ressemble à ça. Et alors si on se parle d'open banking déjà, donc le partage des comptes bancaires, on va le voir à 3 endroits. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Ouais. L'endroit le plus évident, c'est ici, vous avez la tuile avec connecter mes comptes bancaires. Bon, jusque-là, ça va. Vous avez un deuxième endroit où vous pouvez connecter vos comptes bancaires, c'est ici, si vous voulez déposer une demande. Donc si vous voulez ouvrir une ligne de crédit court terme, recevoir une subvention innovation, postuler un prêt, etc. Et vous avez un troisième endroit ici dans le menu, où vous avez un suivi de trésorerie, parce qu'on propose un petit outil de suivi de trésorerie. Alors allons-y, si je clique par exemple ici, donc j'arrive sur mon profil entreprise, c'est en gros les paramètres de mon entreprise, hein. Et donc j'ai ici connecté mes comptes bancaires, et on voit juste en dessous, on a le petit tuto voilà, qui explique bien ce que c'est que DSP2, comme on vient de se dire, ce que BPI France peut faire avec la donnée et ne peut pas faire avec la donnée, et puis tous les liens un petit peu pertinents pour ça. Sachant que donc la tuile sur laquelle on a cliqué, c'est en fait un raccourci, mais c'est globalement la même chose. Si je reviens dans ma page d'accueil, en haut à droite, vous retombez sur la même page. Bref, c'est là d'ailleurs où vous allez pouvoir après gérer vos comptes bancaires. Le deuxième endroit, c'est si vous voulez déposer une demande. Bon, vous allez dire je veux tel montant, etc., etc. Je veux un prêt, une subvention innovation. Et à un moment, on va vous proposer de connecter vos comptes bancaires. Et le troisième endroit, donc, on propose un petit outil de suivi de trésorerie tout simple et gratuit. Ou bien sûr, pour agréger vos comptes, il va falloir connecter vos comptes bancaires. Donc allons-y. Cliquons sur connecter les comptes bancaires. C'est super facile, c'est super magique, c'est grâce à DSP2. Ici, je choisis ma banque. Donc comme je suis dans un bac à sable, hein, ça s'appelle Demobank, mais c'est votre banque. Je renseigne mon identifiant et mon mot de passe. Et voilà. Je dois mettre mon nom, mon prénom et le nom de mon entreprise. Et c'est fait. Et vous avez la connexion en instantané. Donc c'est quand même assez magique ces canaux. Là, on consulte votre banque et on les ramène. Et du coup, vous pouvez bien sûr sélectionner les comptes que vous voulez partager ou non. Vous pouvez rajouter des banques si vous voulez. Et à la fin, donc, on revient sur l'interface BPI France. Vous avez partagé les comptes avec BPI France, avec votre chargé d'affaires, et vous avez votre suivi de trésorerie. Voilà, les entrées, les sorties. Bon, enfin bon, là, c'est un suivi de trésorerie assez classique, hein. Vous pouvez filtrer vos transactions par montant, par date, par libellé, etc. Vous faites exporter vos transactions. Si je reviens à la page d'accueil, je vois que la tuile elle a changé, c'est bon. Maintenant, elle conseille le suivi de trésorerie et elle redirige vers le suivi de trésorerie. Et si je vais dans les paramètres, et là, je peux à nouveau les moduler, connecter une nouvelle banque si je veux, ou supprimer entièrement la connexion. Voilà un petit peu concrètement pour ce à quoi ça ressemble. Bon, c'est un peu l'effet démo, mais voilà. Maintenant, est-ce que ça marche? Nous, depuis 2 ans, on a 13 000 entreprises qui ont connecté leur compte bancaire. Ça fait environ 25 000 comptes. Un autre chiffre que j'aime bien, c'est qu'on a, dans les parcours de souscription, quand je vous disais, si vous voulez un prêt, on a 60% on a plus de 60% des clients qui choisissent de connecter leur compte bancaire. Donc à un moment, on dit, est-ce que vous voulez envoyer vos relevés bancaires PDF ou est-ce que vous voulez connecter vos comptes? On a plus de 60% des clients qui préfèrent connecter leur compte bancaire. Donc ça, c'est assez énorme. C'est un peu la manière de faire de demain. C'est-à-dire que dans 2 ou 3 ans, on se dit que si on ne propose pas cette connexion bancaire, le client il va venir nous voir, il va dire, attendez, donc il faut que j'upload les 6 derniers mois de relevés bancaires de tous mes comptes de mon entreprise. Bon, vous savez quoi, je vais voir votre client qui propose un truc en un clic et on se reparlera peut-être plus tard. Donc c'est vraiment la manière d'échanger la donnée de demain. Et puis pour nous, ça fait aussi un véritable changement de paradigme sur la manière dont on échange avec le client. Parce que le plus gros reproche qu'on peut faire à BPI France, en tout cas celui qu'on entend assez souvent, c'est qu'il y a trop d'offres. Il y a 250 offres. Ça ressemble à ça. Ça, c'est sur notre page, hein, c'est véridique. Donc ça, c'est nos offres. Quand il y a un entrepreneur qui voit ça, il se dit à l'aide. Donc en fait, là où ça change tout pour nous, c'est que l'entrepreneur va
partager ces données et nous, on va pouvoir lui recommander le produit, plutôt que ce soit lui qui parcourt tout le catalogue. Donc c'est tout l'inverse. Et d'une certaine manière, on reproduit un petit peu ce qu'on fait en agence. En agence, vous entrez dans l'agence, vous avez votre chargé d'affaires, vous lui expliquez votre projet et lui, il va vous donner il va vous dire, bah voilà, je vous conseille cette subvention ou ce prêt sans garantie, etc. Bah là, c'est un peu la même chose. Plutôt que ce soit l'entrepreneur qui regarde toutes les offres et qui postule un formulaire, et ben, il va nous dire qui il est, il va nous dire ce qu'il veut faire, et nous, et du coup, on va lui proposer la bonne solution. Donc c'est vraiment un retournement déjà pour nous un peu de la relation client. Est-ce qu'il y a des questions déjà jusque-là? Ça va? Alors techniquement, comment ça marche? Bon, bah, c'est logiquement, on se dit que si un client veut partager ses comptes bancaires, BPI France va aller les piocher à la banque. Bon, heureusement, ça ne marche pas comme ça. Sinon, nous, on devrait avoir une armée de développeurs qui, en fait, s'occupent de bien être connectés aux API. Et s'il y a une banque qui décide de changer l'API, il faudrait rechanger. Bon, heureusement, ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui le font très bien. En France, notamment, vous en avez 3 majeurs, Powens, Bridge, Linkso, qui, eux, se connectent à toutes les banques. Et du coup, après, qui proposent à BPI France un flux structuré et unique. Nous, on travaille en l'occurrence avec Bridge. Ça, c'est sur BPI France. Mais alors, le plus intéressant, c'est pour vous. Pour vous, à quoi ça peut servir? Est-ce qu'on a un entrepreneur ici dans le public? Est-ce qu'on a un entrepreneur? Une entrepreneuse, oui? Ouais. Monsieur? Qu'est-ce que fait votre entreprise si vous nous la pitchez en une phrase? La gestion d'un hôtel. Et votre hôtel s'appelle comment? Hôtel du Thor, c'est ça? Et alors, pour l'hôtel, j'imagine que vous demandez des renseignements au client avant qu'il vienne passer sa nuit. Son nom, son prénom, son... Ouais, ça, voilà, ou sa carte d'identité, donc voilà. Et ben, d'une manière générale, s'il y a du déclaratif client, il faut se dire que maintenant, il y a une manière de faire ça avec l'open data. Par exemple, ici, vous demandez le nom, le prénom, voilà, la carte d'identité, etc. Et ben, vous allez pouvoir vous connecter au coffre-fort numérique Digipost, par exemple. Enfin, voilà, tout ce qui arrive, vous sign in with Google. C'est un peu ça, sign in with Google. Donc, vous allez récupérer, en fait, vous connectez au coffre-fort numérique du client. Le client, il dit, bah, d'accord, je partage mon nom, mon prénom, peut-être pas ma date de naissance, mais mon lieu de naissance, OK. Mon permis de conduire, oui, non. Ma carte d'identité, oui, non, etc. Et vous allez être directement connecté à l'outil du client. Ce qui veut dire que si vous devez avoir une relation en continu et que l'année prochaine, il revient, vous allez pouvoir réutiliser la même chose. En l'occurrence, pour BPI France, si le CABIS évolue d'année en année de la société, dès que le CABIS est mis à jour, nous, on va voir qu'il est mis à jour, sans devoir vous le redemander. Je reviens sur cette slide. Ça veut dire qu'en fait, ici, vous avez toutes les données disponibles. Et ça veut dire aussi, le changement de paradigme, c'est qu'avant, on avait toutes ces petites bases de données un petit peu archaïques et obsolètes. Alors si vous êtes une petite entreprise, un petit hôtel, vous avez peut-être qu'une base de données, mais plus vous grossissez, et une fois que vous êtes à la taille de BPI France, vous avez beaucoup de bases de données. Vous avez une base de données parce qu'un client a fait une subvention là, vous avez un moment il a échangé avec l'investissement, donc c'est là. À un moment, il a fait un accélérateur, donc vous avez de la donnée ici. Donc vous avez un peu de données de 2018 là, et celle-là, elle n'est pas complète. Celle-là, elle est un peu archaïque, mais bon, peut-être que c'est utile, mais c'est incomplet aussi, mais on ne sait plus les réconcilier. Bon, en fait, vous avez plein de données des clients, mais c'est inutilisable. C'est de la donnée morte, en fait. L'avantage avec l'open data, de manière générale, c'est que vous êtes directement connecté aux outils du client. Vous avez une seule source de vérité, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas avoir mieux comme source de vérité. Vous êtes directement connecté aux outils du client. Donc plutôt toutes ces petites bases de données un petit peu éparpillées, vous en avez une seule, vous allez piocher quand vous avez besoin. C'est de la donnée fiable, c'est de la donnée instantanée en temps réel, c'est granulaire, c'est structuré, c'est vivant, quoi. Et cette nouvelle base de données, ça a vraiment pour vocation de remplacer toutes les petites bases de données que vous aviez avant et qui étaient finalement pas très utilisables. Donc pour nous, c'est vraiment ça un petit peu la vision, c'est d'être au plus proche du client en ayant vraiment un aperçu de qui il est, plutôt que de devoir réconcilier toutes ces data un petit peu obsolètes. Bon, alors très concrètement, je vous avais donné des exemples. Bon, Enedis, si vous avez un compteur Linky, Enedis propose une plateforme pour que votre entreprise récupère les données des clients. Toujours avec leur consentement, hein. Mais bon, je ne le répète pas à chaque fois parce que sinon c'est un peu lourd. GRDF, la même chose, la consommation de gaz. Vous pouvez avoir voilà, Strava, si vous faites je sais pas quoi, le nombre de kilomètres de planche à voile ou de vélo, vous pouvez utiliser cette donnée du client pour lui proposer après des solutions. Les agriculteurs, les agriculteurs
maintenant, peuvent partager leurs données. Combien de kilomètres ont été faits avec cette moissonneuse-batteuse, quelle est la moisson là-dessus, bon, c'est pas mon domaine de compétence, mais il y a énormément de choses à faire. Quelle est la qualité effectivement, du blé venant de là, la traçabilité, le lien avec la blockchain, pourquoi pas, hop, on met tout sur une blockchain. La santé, bien sûr, alors super encadré, hein, mais du coup, les patients, le suivi, toute cette donnée est accessible. Bon, les télécoms, voilà, je m'arrête là, mais vous pouvez avoir donc la consommation téléphonique, vous pouvez faire par exemple un comparateur, est-ce qu'il vaut mieux changer de forfait. Twitch, donc mes jeux vidéo, les influenceurs que je suis, ma communauté, mon nombre de likes, etc., etc. Toute cette donnée client est accessible. Alors nous, en particulier, ce qui nous intéresse chez BPI France, on est la banque des entrepreneurs, on est la banque des entreprises. Il se trouve qu'en ce moment même, vous avez des outils qui agrègent un petit peu tout chez l'entreprise. Là, je montre Penny Lane, vous avez Conto, vous avez Axonote, Indie, enfin vous en avez plein en France, qui font à la fois, qui vous permettent de faire votre facturation client, qui permettent de faire votre facturation fournisseur, qui permettent de gérer votre compte bancaire, de faire votre compta, votre pré-compta, d'obtenir des crédits. Aujourd'hui, en fait, ces outils ils ont tendance à faire tout en un. Bon, pour BPI France, c'est quand même super pratique parce que plutôt qu'on vous renvoie un formulaire avec 15 pages à remplir sur qui vous êtes et est-ce que vous êtes assez solide financièrement, en fait, nous, on pourrait directement se connecter à cet outil. Vous nous dites ce que vous voulez partager ou ce que vous ne voulez pas partager, et c'est bon, vous avez votre prêt. Ça remplace tout, en fait. Donc Penny Lane, mais comme je vous dis, vous avez Conto qui a racheté Regat. Enfin, on voit vraiment la guerre du tout dans arriver. Vous avez bien sûr Revolut qui arrive, vous avez Stripe qui arrive. Enfin, tout le monde a compris qu'avec la facture électronique, tout le monde allait devoir avoir un petit peu ce type de logiciel. Donc tout le monde a envie de devenir le cockpit tout en un de l'entrepreneur le plus vite possible. Bon, pour nous, ça nous arrange plutôt. Puisque ça va vous simplifier la vie quand vous allez demander une aide à BPI France. Que dire de plus? On peut se connecter à vos outils. Forcément, on ne peut pas faire cette présentation sans parler un peu d'IA. Demain, plutôt que de se connecter à vos outils, on va dialoguer avec votre agent IA. Hein. On imagine qu'on va avoir l'agent BPI France qui va dialoguer avec votre agent qui, effectivement, sait déjà les autorisations qu'il peut donner ou non, la donnée qu'il veut partager et là où il veut en venir. Donc ça va logiquement être la suite. Je regarde où j'en suis. Ouais, très bien. Très rapidement, vous avez la donnée client. Maintenant, je fais une petite digression, mais vous savez aussi que vous avez toute la donnée publique qui est accessible. Hein. Enfin, en tout cas, des milliers de sets de données publiques sur data.gouv.fr. Donc là, pourquoi je dis ça? C'est parce que s'il y a des entrepreneurs dans la salle ou des entrepreneurs to be, ça doit commencer à pétiller un petit peu, ça doit commencer à vous titiller. Attendez, j'ai toute la donnée client, j'ai toute la donnée publique. Mais donc, attendez, si j'ai les comptes épargne de Cédric, et puis en plus, je sais quel est le prix du mètre carré dans le 20e arrondissement, en fait, je peux lui faire des propositions. Enfin, il y a un infini des possibles qui s'ouvrent parce que vous avez vraiment toute la donnée disponible. Ça devient extrêmement facile de réformer des processus qui étaient assez chronophages à l'époque ou de lancer des nouveaux processus innovants. Je vais terminer là-dessus. Le changement de paradigme, il est là. C'est qu'en fait, toute la donnée aujourd'hui est disponible. Hier, en fait, je regardais un petit peu les informations que j'avais, puis je me disais, bon, très bien, je vais essayer de résoudre ça. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. En fait, aujourd'hui, je peux choisir le problème que je veux attaquer, et de toute manière, la donnée sera disponible. Elle est accessible, que ce soit client, public ou autre, elle est instantanément disponible. Donc ça fait depuis des siècles où en fait, on est un peu dans le noir à essayer de résoudre des problèmes. Et en fait, depuis les années 2020 et donc l'avènement de l'open data, d'open banking, d'open finance et l'open data, c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité, enfin c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'on a accès à toutes les données instantanément, de manière fiable, et il ne nous reste plus qu'à choisir en fait le problème auquel on veut s'attaquer. Merci. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, une question? Sur les dernières slides, ouais, data.gouv.fr, oui. Donc c'est comment est-ce qu'on peut vérifier la validité d'une pièce d'identité, c'est ça? Si on prend un cas très concret, donc vous avez un client, c'est ça, et vous voulez vérifier si sa carte d'identité est valide? Alors, en fait, c'est tout l'intérêt de se connecter à l'outil du client, c'est-à-dire que vous pouvez aller vérifier sur son France Identité directement.
Il y a qu'une version, il y a qu'une version du document. Ouais. Ah, si vous embauchez quelqu'un, ouais. Ouais. Je veux vérifier qu'il n'a pas falsifié ses pièces d'identité. Lui, il va m'envoyer une copie de sa carte d'identité. Donc à partir du moment où lui-même il m'envoie la carte d'identité, je suis légitime à la vérifier. Mis à part le fait de traquer le MRZ pour voir si c'est cohérent avec l'algorithme de la carte d'identité, est-ce que je peux aller requêter sur France Identité? C'était la question. Il faut regarder si sur France Identité c'est disponible. Ça m'étonnerait pas que. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est vraiment tout le principe. On est exactement dans le cas de l'open data, à savoir que plutôt que de se partager un PDF où en fait on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas, demain, carte d'identité ou facture, etc., vous allez avoir qu'une seule copie qui est directement gérée, soit dans la plateforme de dématérialisation si c'est la facture, soit sur France Identité, c'est par exemple une carte d'identité. Aujourd'hui, si France Identité vous permet de requêter, faudrait vérifier. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est probable que dans 1 an ou dans 2 ans, ils vous permettent, vous, d'aller demander l'accès à la carte d'identité, que votre embauche potentielle vous donne l'accès, et en fait, vous n'avez qu'une seule source de vérité qui est détenue par l'État, et celle-là, on ne peut pas la falsifier. Donc je n'ai pas la réponse oui ou non pour France Identité, mais en tout cas, c'est effectivement la vision et probablement dans quelques années ce qui va arriver. Mais je ne connais pas France Identité plus que ça. Oui, monsieur. Attendez, je vous passe le micro. Votre interface de collecte Bridge, elle est européenne, c'est du privé? Et deuxième question, est-ce qu'ils ont accès à la donnée? Est-ce qu'ils ont le droit de collecter eux-mêmes? Ouais, très bonne question. Donc Bridge, c'est français et c'est justement une partie de DSP2, la directive dont on parlait, c'est d'encadrer ce nouveau statut qui est celui de AISP, de Account Information Service Provider. Donc Bridge a la certification AISP qui donne le droit en fait de se connecter à toutes les banques et de les transférer à la demande du client à un tiers. Donc oui, c'est parfaitement encadré et voilà, par la législation européenne, et c'est un acteur français. Est-ce qu'on a une autre question? En tout cas, je vous encourage vraiment du coup à penser vos business models. Si encore une fois, s'il y a des entrepreneurs to be, des dirigeants d'entreprise, à vous dire qu'aujourd'hui, toute la donnée client est accessible, hein, sous réserve bien sûr d'avoir son consentement et donc de lui apporter de la valeur. Mais toute la donnée accessible, ça peut vraiment changer la manière dont vous faites votre business. Est-ce que le service est payant? Lequel? Alors sur BPI France en ligne, tout est gratuit. Le suivi de trésorerie est gratuit. Ouais, en pro, je pense que les banques le font payer d'habitude. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, bah, n'hésitez pas à le tester. Vous avez un suivi de trésorerie effectivement basique, gratuit, sur BPI France en ligne. Je crois qu'il y a une fonctionnalité qui est, si vous prenez un abonnement, c'est si vous voulez les exporter en Excel. Bon, voilà. Sinon, vous avez tout votre suivi, votre catégorisation, la recharge des transactions, c'est gratuit. Et puis, il y a un petit ruban que vous avez vu en bas. Ça a été mis en place en janvier, donc c'est finalement pas si vieux que ça. Si vous voulez des nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas à laisser un petit message, que ce soit du prévisionnel, etc. Parce qu'on a des équipes qui planchent sur le sujet en ce moment. Oui. Côté BPI, ces données, elles sont utilisées et revendues, quelque chose? Il y a bien moyen de générer de l'argent? Alors non, elles ne sont pas revendues, heureusement. En fait, c'est purement pour faire le boulot qu'on faisait déjà. Il faut se dire qu'encore une fois, c'est dans la forme de l'échange de la donnée que l'open banking est assez révolutionnaire, mais dans le fond, en fait, vous donniez déjà vos liasses fiscales, vous donniez déjà, etc. Donc en fait, le chargé d'affaires va faire le même travail qu'hier. On donnait une partie aujourd'hui. Sur toute l'historique. On ne limite plus sur les 3 derniers relevés, ou les 6 derniers, ou les 12 derniers. À moins que dans les paramètres que je n'ai pas vus, hein, vous puissiez limiter avec des bornes de début, de fin, les données. Je pense que l'étendue des données transmises est plus important, non? Oui, tout à fait. Un vrai point de différence aussi, c'est qu'il y a aussi cette notion de continu. En fait, vous allez partager vos comptes en continu. DSP2 impose que tous les 6 mois, on redonne son consentement, tous les 180 jours. Ils imposent que le client doit redonner son consentement pour que la connexion persiste. Mais effectivement, donc potentiellement, ça peut être ad vitam aeternam si le client renouvelle à chaque fois. Pourquoi c'est intéressant pour nous? C'est qu'en fait, il y a plein de processus où il y a des échanges de mails assez infernaux. Si vous avez une subvention innovation,
BPI France doit vous demander comment vous l'avez utilisé. Et vous allez devoir justifier 2 ans ou 3 ans après avoir eu la subvention. Bah oui, regardez mon ticket de caisse, je l'ai bien utilisé pour ça. Si vous avez une assurance prospection, bah oui, oui, j'ai bien fait du commerce en Allemagne, voilà. Et en fait, voilà, j'ai ma ligne de crédit court terme. Ah bah oui, mais je voudrais un montant plus élevé, regardez, mon entreprise va bien, ou au contraire, là, ça va pas bien, il faudrait plutôt baisser le montant. Donc tous ces processus où en fait, généralement, c'est à coup d'avis de débit, de justificatif de facture, etc. Maintenant, ça peut être en continu. Et donc, c'est l'idée d'associer votre chargé d'affaires au plus près de votre activité. Oui, il peut avoir accès à vos comptes bancaires, mais en échange, du coup, vous lui partagez ce que vous voulez ou une partie de vos factures, etc. Si on va plus loin que les comptes bancaires, par exemple, avec Penny Lane, on pourrait imaginer que vous partagez exactement les factures de votre assurance prospection pour justifier le produit. Dans Oxonote, vous avez le bridge. De la même manière, vous avez votre compte qui remonte. On peut demander à une banque de faire cette remontée sur 2 organisations différentes, à la fois Axonote et à la fois la BPI. Vous pouvez effectivement mandater Bridge enfin, vous pouvez partager vos comptes avec qui vous voulez en fait. Vous pouvez partager avec Greenly, avec BPI France, avec Banque Postale, avec Lydia, avec voilà. Vous pouvez partager vos comptes bancaires autant de fois que vous voulez. Derrière, peut-être qu'ils vont utiliser le même prestataire Bridge, peut-être qu'ils vont utiliser Powens, mais en fait, pour vous, c'est invisible. Et vous aviez une autre question au début. La question, c'est est-ce qu'on Oui, Axonote. Non, non, vous pouvez partager les données autant que vous voulez avec qui vous voulez. Et effectivement, vous avez beaucoup de logiciels. Bah, quand je vous disais les Conto, les Penny Lane, les Axonote, les Indy, les Revolut vous proposent tout ça. Bah oui, en fait, maintenant, c'est un petit peu la base. C'est de vous proposer d'agréger vos comptes pour avoir une seule vue à un seul endroit. Niveau particulier, je pense qu'à peu près toutes les banques le font. Les comptes pro et les comptes entreprise, c'est peut-être pas encore le cas, mais ça va arriver vite, quoi. Une autre question, n'hésitez pas, hein, vraiment. Il n'y a pas de questions bêtes. Et on dit... Ouais. Vu qu'on accumule de la donnée des utilisateurs, j'imagine qu'il faut respecter la loi RGPD. Donc, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place à ce niveau-là? Ça respecte la RGPD et vous avez dit quoi? Pour respecter justement la RGPD. En fait, c'est une donnée qui est concernée par la RGPD, donc c'est une donnée personnelle, la donnée de paiement. Et c'est géré comme le reste des données personnelles. En fait, DSP2 n'est pas une excroissance qui ne respecte pas les autres lois. En fait, c'est bien intégré dans le système de l'Union européenne. Et donc, il faut effectivement la gérer avec les contraintes de collecte, de conservation et de purge et d'anonymisation classiques de la RGPD. Et de confidentialité et de la CPR, etc. Oui, ce qu'on se disait, c'est du coup, moi je vous invite vraiment à penser ou repenser vos business avec cette idée d'instantanéité. Tous ces canaux, ça permet de réduire, voire d'annihiler l'échelle de temps. Aujourd'hui, vous pouvez être sur votre compte bancaire, vous éditez votre facture, vous l'envoyez instantanément, vous pouvez vous la faire avancer instantanément, par BPI par exemple, vous avez l'argent, vous pouvez la réinvestir autre part. En fait, il n'y a plus d'échelle de temps. Vous pouvez vraiment, potentiellement, il peut y avoir une croissance de start-up en direct, quoi. Absolument infinie. Il n'y a plus d'échelle de temps qui compte, il n'y a plus d'échange qui compte. Tout est instantané, tout est fiable, tout est sécurisé. Eh ben, merci beaucoup, et puis bonne continuation. Bon après-midi.